À l'origine, mon intérêt pour le Nord, c'est un intérêt qui remonte à mon enfance, en fait, où le projet hydroélectrique de la baie James était toujours en arrière-plan. Et ça me questionnait beaucoup parce qu'on se projetait comme société au Québec beaucoup dans cet environnement-là, dans ce paysage-là. Mais culturellement, on voyait les cris, on voyait les Autochtones. Alors, je comprenais pas trop comment le Québec allait se construire à travers le développement de cette région-là, alors que visiblement, c'est déjà une région habitée avec des gens qui l'exploitaient, qui avaient un long historique d'humanisation de cette région-là. Bien sûr, c'est des réflexions qui sont venues un peu plus tard, lorsque j'ai fait mes études en géographie historique. Donc, un des champs ou des intérêts particuliers pour moi dans mes études sur le Nord, c'est le Nord frontière, le Nord comme frontière de colonisation. Et quand je suis arrivée ici à l'Université Laval, j'avais une chaire de recherche en géographie historique du Nord. Et donc, mon collègue Serge Courville, géographe historien qui a fait beaucoup, qui a été un leader dans cette discipline-là au Québec, euh, euh, mettait les choses de façon très concrète, je trouve. Il faisait remarquer que jusqu'au début, à la moitié du 20e siècle, alors que la direction de la colonisation, que ce soit la Nouvelle-France, après ça, avec la conquête, la colonisation passait d'est en ouest, donc avec les trois villes, les trois têtes de pont que sont Montréal, Trois-Rivières et Québec. Avec la deuxième moitié du 20e siècle, c'est comme si le rapport au territoire changeait, un nouvel axe de colonisation qui cette fois va aller du sud au nord. Donc, un des axes très, très centraux pour mon travail, c'est de comprendre l'émergence de cet axe de colonisation. Donc, une endocolonisation, beaucoup des francophones qui se projettent dans ce territoire, qu'il faut savoir est un territoire récent, avec l'extension, la loi sur l'extension des frontières en 1898 et 1912. Alors, c'est comme un tout nouveau territoire, bien sûr, pour les Québécois du Sud, les Québécois de la vallée laurentienne, mais bien sûr, un territoire très ancien, là, habité par les Cris, les Inuits, les Naskapis, les Inuits. Alors, tout un patrimoine autochtone. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de voir à quel point la culture est présente dans les modèles de développement, dans les modèles économiques, dans les modèles d'exploitation des ressources. Donc, ma thèse portait sur le développement hydroélectrique à la baie James et ensuite, c'est devenu un livre qui a été traduit en français. Et ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'était de comprendre le travail que faisait la culture pour accompagner le développement économique. Donc, il y avait pour les Québécois du Sud, donc une légitimité à définir ou à affirmer que l'appropriation de ce territoire-là était chose légitime parce que culturellement, on avait comme une mission, on avait un devoir d'occuper et d'exploiter adéquatement ce territoire-là. Alors, pour comprendre donc cette affirmation culturelle, le travail que fait la culture, ben, il fallait remonter à d'autres discours, d'autres récits qui ont accompagné d'autres phases de colonisation ou d'appropriation du territoire québécois. Donc, dans mon livre sur la baie James, je fais un lien avec le roman de la Terre, donc qui a été très, très important lors d'une période plus rurale hein, de l'histoire des Québécois où l'appropriation du territoire se faisait davantage par l'agriculture. Et ce qui était assez surprenant, c'est de voir des figures de style, des expressions, des symboles qui ont été repris par le développement hydroélectrique. Bien sûr, Bourassa avait toujours un discours très, très riche en symboles, très imagé, et en particulier le développement hydroélectrique en l'eau, il n'y a pas plus symbolique que l'eau. Alors, c'est assez facile de faire des discours politiques et très, très symboliques là, avec une ressource comme ça. Euh,
Donc, Robert Bourassa parlait des travailleurs de la baie James comme des défricheurs des temps modernes. Alors là, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Il y a vraiment un lien direct avec cette idée de colonisation, d'appropriation. Et donc, on valorise le travail de ces ouvriers-là, mais on l'inscrit d'abord et avant tout, ce qui est le plus important, c'est qu'on l'inscrit dans une trajectoire historique. Hein. Ce n'est pas juste des gens, des salariés qui ont besoin de nourrir leur famille, mais c'est des gens qui s'inscrivent dans ce grand roman. On a parlé du roman de l'énergie. Il y a même un auteur de la revue Force, à un moment donné, qui dit on est passé du roman de la Terre au roman des ressources. Donc, on a les mêmes ancrages symboliques, les mêmes ressorts discursifs, mais on les projette dans un autre territoire. Mais ça donne que le territoire, c'est un territoire qui est profondément humanisé, c'est le territoire des Cris, c'est le territoire des Inuits, comme je l'ai dit, donc des Autochtones. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la confrontation de ces deux visions du territoire. C'est sûr qu'on parle de confrontation, il y a eu beaucoup d'accommodation aussi. Il y a un métissage jusqu'à un certain point, ça aussi c'est intéressant à comprendre, à étudier. Il y a des avancées aussi au niveau des peuples autochtones par le biais là, de cette rencontre. Euh, mais il demeure que le Québec entier, qui se projette de la vallée du Saint-Laurent jusqu'au détroit du Hudson, c'est une création récente et que si le développement économique, le développement des ressources permet de s'approprier ce territoire-là, si il n'est pas approprié culturellement, la légitimité sauf que souvent, ça n'a pas empêché les gouvernements d'avancer, même si la légitimité n'était pas là. Mais enfin, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est ce qui continue de m'intéresser parce que avec le plan Nord, avec d'autres phases de développement, le discours pionnier est encore très présent dans l'imaginaire, dans le langage symbolique. Je voyais une campagne publicitaire il y a quelques années là, en lien avec le plan Nord qui s'intitulait La ruée vers le Nord. Encore une fois, il y a tout un trésor de jeux de mots. Là. On peut toujours en faire, avec, que ce soit avec l'hydroélectricité, mais avec les autres ressources. Les minières, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est clair que cette expression-là renvoie à une colonisation minière, donc la ruée vers le Nord. Mais à chaque fois, je pense que c'est le regard particulier qu'ont les populations locales sur leur territoire, la manière dont ils s'y sont ancrés, la manière dont ils représentent ce territoire, les paysages qui ont de la valeur, le territoire archive, le territoire mémoire aussi, qui est imprégné de récits historiques là, de leur occupation de ces lieux-là. Tout ça est évacué à bien des égards lorsque ce regard du territoire frontière ou ce discours-là devient dominant, il occupe toute la scène. Alors, il y a encore beaucoup de travail, je pense, à faire pour corriger le tir ou pour représenter le Nord de l'intérieur. Il y a beaucoup on est beaucoup au Québec quand même, ben, de plus en plus là, à faire ce travail-là, bien sûr, en littérature avec Daniel Chartier et bon, Jean Désy, bien sûr, Louis de Mohamelin a fait beaucoup, beaucoup pour que on se nordicise, on pourrait dire. Mais c'est un travail qui n'est pas encore fini, là.